Donc bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce webinaire, ce qui va porter spécifiquement sur le nouveau règlement sur la dématérialisation de valeurs mobilières en CEMAC. Je rappelle que cette conférence est organisée par l'EOSAS en collaboration avec le Club WADA dont je suis le président. On a déjà traité de ces sujets dans certains de nos webinaires. Il me semble que ça a pris 2 séances carrément, parce que c'est un sujet très intéressant. En Europe, je suis à Paris aujourd'hui, on est très avancé sur le sujet, mais en Afrique, il me semble encore qu'il y a des actionnaires qui marchent avec leurs actions, leurs titres dans des valises. Donc les bus sont modernisés dans ces cadres-là. Et on s'est vite rendu compte qu'il y a des normes qui existent, mais elles ne sont pas appliquées, sauf dans certains pays comme le Gabon ou le Cameroun. Et aujourd'hui, en tout cas récemment, en décembre 2025, il y a la CEMAC qui a lancé un nouveau règlement sur la dématérialisation des valeurs mobilières qui vient effectivement bouleverser tous ces cadres juridiques. Donc il y a des potentielles oppositions avec les normes qui existent au Cameroun, avec des normes OHADA. Et aujourd'hui, le but, ce sera de vous permettre de comprendre les enjeux qu'il y a autour de cette réglementation. Donc, je vais rapidement me présenter. Et l'idée, c'est que, avant que je puisse me présenter, à la fin de ce webinaire, vous allez vraiment comprendre ce que c'est cette réglementation, qu'est-ce que ça apporte, quelle est la valeur ajoutée, quels sont les enjeux autour. Et vous allez vous rendre très vite compte qu'il y a énormément d'enjeux et ça va créer des oppositions avec d'autres communautés régionales. Donc, c'est Fabrice qui va vous le présenter tranquillement. Donc, moi, je suis Jonathan Maboulaye, je suis juriste en droit de société, en gouvernance, dans une société cotée à Paris. Et au-delà de cette casquette, je suis président du club WADA de Toulouse. Et je prends plaisir à diriger une équipe qui prend plaisir aussi à mettre en place un diplôme universitaire au sein des Lutins Capitole. C'est un projet qui est en cours. Et notre but, c'est vraiment de vulgariser le droit WADA au sein de l'université, au sein de Toulouse. Et aujourd'hui, on est en collaboration avec d'autres clubs, que ce soit au niveau de Paris et d'autres régions en France. Donc, je n'irai pas dans le détail de ce qu'on fait. Vous avez des questions et des points soulevés concernant le club WADA de Toulouse, sentez-vous libre de nous contacter, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux. Donc, sans pour autant tarder, donc je vais passer la parole à Fabrice qui va vous présenter les sujets dans le détail. Merci Jonathan, j'espère que tout le monde me suit bien. Je t'entends très bien en tout cas. Ok, donc je suppose que c'est idem pour le reste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Tatat, j'ai un doctorat en droit privé de l'Université de Yaoundé au Cameroun et j'ai justement soutenu sur la dématérialisation des valeurs mobilières en CEMAC. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de parler de ce sujet qui se renouvelle avec le règlement numéro 04/25 du 19 décembre 2025. Bon, suite à cette obtention de mon doctorat à l'Université de Yaoundé 2, j'ai voyagé pour la France où j'ai intégré un projet postdoc sur la blockchain et les smart contracts. Et c'est par la suite que j'ai eu un poste d'ATER à l'Université Paris-Nanterre où j'officie présentement. Donc, avant de partir du Cameroun, j'avais mis en place une structure qui s'appelle Lex Enim Omnia, en abrégé Léo, SAS, qui offre de différents services de consulting, formation, logistique, sous le format de Legal Tech. Donc, c'est-à-dire qu'on va proposer des solutions logicielles comme l'outil MDIS, qui est aujourd'hui notre solution phare, qui consiste à gérer les titres électroniques des sociétés. Donc, c'est un outil qui va permettre de boucler le processus de dématérialisation des valeurs mobilières. Donc, les expertises vont tourner autour du droit des contrats, du droit des sociétés, du droit du numérique, marché financier, blockchain, smart contract et bien entendu, la dématérialisation des valeurs mobilières avec plusieurs références à notre actif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais parler de produits que nous lançons qui sont des mini-formations certifiantes, des
des formats un peu courts comme les webinaires que nous organisons aujourd'hui. Et en fait, le point de départ, il est très concret. On s'est rendu compte que les professionnels aujourd'hui n'ont pas le temps de suivre des formations longues et théoriques. Nous avons donc conçu des formats courts et ciblés. Ça va être soit des sessions d'1 heure, soit des sessions longues, mais séquencées en modules de 30 minutes à 1 heure. Chaque module va viser une compétence précise. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout couvrir, mais de permettre une montée en compétences rapide et ciblée. Pour accompagner cette logique, nous utilisons donc différents formats pédagogiques. Donc, nous proposons une diversité de formats pédagogiques innovants pour s'adapter aux préférences d'apprentissage et aux contraintes de chaque apprenant. Ainsi, notre triptyque avec l'intelligence artificielle, nous avons des vidéos avec Avatar qui permet de structurer les contenus de manière dynamique. Donc là, les vidéos Avatar, ce sont des contenus structurés et dynamiques présentés par un avatar animé pour une expérience visuelle engageante et moderne. Il y a également des formats sous MOOC qui offrent un parcours progressif. Donc, ce sont des parcours organisés en modules séquentiels pour une montée en compétences logiques et progressives à son propre rythme. Et le dernier type de format, ce sont des podcasts qui permettent un apprentissage mobile, notamment en situation de développement. Donc, le podcast juridique va faciliter un apprentissage mobile et flexible et il est idéal pour la révision et la consolidation des acquis lors des déplacements. Alors, pour ces formats, l'objectif est simple, adapter la formation aux usages réels des professionnels. Si je dois en outre insister sur un point qui fait vraiment la différence dans notre approche, c'est un peu celui de la pédagogie. Aujourd'hui, tout le monde le sait, le problème n'est pas l'accès à l'information. On trouve des contenus juridiques un peu partout, que ce soit des ouvrages, dans des articles, des formations, des bases de données. Mais le véritable problème qui se pose, c'est autre chose. C'est la capacité à transformer cette information en décision concrète. C'est-à-dire savoir quoi faire, comment le faire et avec quels risques. Et c'est là qu'on observe un décalage important entre la formation classique et les besoins des professionnels. On sait que la formation académique est souvent très solide sur les concepts, mais reste parfois éloignée des situations opérationnelles. À l'inverse, sur le terrain, les professionnels doivent agir vite, souvent avec une information incomplète et sous contrainte. Donc, c'est précisément une tension que j'observe au quotidien, à la fois dans mon activité d'enseignant à l'université et dans ma pratique de juriste et de conseil. Donc, c'est un peu pour cela que je suis particulièrement heureux de piloter ce projet, parce qu'il me permet de faire le lien entre ces deux dimensions, donc l'approche théorique rigoureuse et une exigence pratique orientée vers l'action. Donc, voilà pourquoi nous avons choisi de positionner Léo SAS à cet endroit, puisque nous considérons que le droit n'est pas une finalité en soi. C'est un outil qui est au service d'une décision, d'un projet, d'une stratégie. Voilà. Concrètement, ce que cela signifie dans nos formations, c'est que chaque notion juridique est immédiatement reliée à une situation réelle. Donc, on ne vous explique pas simplement ce qu'est une règle, on vous montre dans quel contexte elle s'applique, comment elle se met en œuvre et quelles sont les erreurs à éviter. Donc, le triptyque, il est simple, comprendre, appliquer, être autonome. Donc, comprendre pour aller à l'essentiel, sans les surcharges inutiles. Quand on parle d'appliquer, c'est de travailler sur des cas concrets, proches de la réalité professionnelle, un peu comme la thématique sur la dématérialisation qu'on va aborder, qui touche aux sociétés par action. Être autonome, c'est donc repartir avec des outils directement utilisables. Ça va être des modèles, des checklists ou des grilles d'analyse. Et au final, l'objectif, il va être clair. C'est que vous ne soyez pas simplement informé, mais capable d'agir, parce que dans les domaines que nous abordons, je reviens justement sur celui de la dématérialisation que nous allons voir dans quelques instants. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de comprendre le texte, c'est de savoir l'appliquer dans notre environnement professionnel. Et pour permettre cette montée en compétences progressives, nous avons structuré nos formations autour d'une architecture qui est très précise. Donc, l'idée est simple, c'est de couvrir les besoins essentiels des professionnels sans imposer un parcours rigide. On a donc 3 modules pour les mini-formations. C'est déjà module 1,
la maîtrise des structures OHADA, bancaires et financières, cadre réglementaire et base du droit des affaires africains. Le module 2 va porter sur les enjeux numériques, dématérialisation, gestion des risques numériques et adaptation aux nouvelles contraintes réglementaires. Et le module 3 va porter particulièrement sur l'intelligence artificielle et les outils modernes. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle de façon éthique? Comment est-ce qu'on va réussir à automatiser un process grâce aux outils IA? Et comment est-ce que les outils de Legatech vont nous permettre d'optimiser aussi notre pratique? Donc, quand on parle d'outils de Legatech, ça va être par exemple des contrats qui vont tourner autour des SaaS. Donc, les SaaS, c'est Software as a Service. En français, c'est des logiciels en ligne. Donc, le modèle le plus connu, c'est un peu ChatGPT qui fait un peu fureur de nos jours. Donc, ces mini-formations ne sont pas isolées, elles s'inscrivent un peu dans une logique beaucoup plus structurée qui est le parcours des formations. Alors, Léo SAS propose 7 parcours thématiques couvrant l'ensemble des besoins juridiques des professionnels africains. Chaque parcours suit une logique rigoureuse. On va commencer avec un webinaire découvert pour poser les enjeux, puis une formation approfondie pour développer une réelle expertise. Donc, cette architecture va garantir une progression logique et une spécialisation progressive adaptée à chaque niveau de départ. Et dans ce cas, nous avons 7 parcours thématiques et un webinaire plus une formation. Le premier parcours va être justement maîtriser le droit OHADA. Nous avons par exemple 2 webinaires prévus en septembre sur la création d'une start-up en zone OHADA et les 10 pièges à éviter pour les entrepreneurs. La formation qui se déroulera dans la même période permettra d'obtenir des livrables tels que les modèles de statut et de pacte d'associés. Le parcours 2, lui, il touche à la transformation numérique et à la compliance. Donc, il est central aujourd'hui parce que, voilà, il part d'un constat simple, toutes les activités juridiques et financières sont en train de se digitaliser, souvent très rapidement. Donc, cette digitalisation s'accompagne de risques qui sont encore trop souvent mal maîtrisés. On pense notamment à la dématérialisation des documents et des titres, à la gestion des données ou encore aux enjeux de cybersécurité. Donc, l'objectif de ce parcours est très concret, sécuriser ces transformations en identifiant les obligations juridiques et en anticipant les risques. Le troisième parcours, il va proposer un peu des webinaires et des formations sur la blockchain et les innovations financières. L'objectif n'est pas de former les techniciens, mais de permettre aux juristes et aux professionnels de comprendre les implications juridiques de ces technologies. Donc, on aborde notamment la question des smart contracts qui posent des enjeux importants en matière de validité, d'exécution et de responsabilité. On traite également des tokens et des cryptoactifs avec une attention particulière portée à leur qualification juridique et à leur encadrement réglementaire. Et nous allons voir tout à l'heure que dans le nouveau règlement sur la dématérialisation, il y a cette ouverture sur l'enregistrement des titres électroniques sur une DLT et d'avoir un système de tokenisation. Donc, ce parcours va être essentiel pour anticiper les transformations du droit et éviter d'être en décalage avec les pratiques émergentes. Donc, nous envisageons dans ce contexte une formation en juillet qui aura pour livrable un canevas smart contract, une trame ICO. ICO, c'est une sorte d'appel public qui se fait avec la crypto-monnaie, et une trame STO. Donc, quand on parle de STO, c'est les security tokens. Il y aura ainsi qu'une trame sur le contrat hybride. Donc, un contrat hybride, c'est un contrat qui va articuler à la fois le langage naturel, c'est-à-dire que un contrat tel qu'on le formule entre juristes, et le langage informatique. Donc, les codes qui vont accompagner ce contrat-là sur la blockchain. Le parcours 4, il va toucher aux contrats numériques et aux plateformes. Aujourd'hui, une grande partie des relations économiques passe par des plateformes ou des services numériques. J'ai parlé plutôt de SaaS. Donc, quand on parle de SaaS, c'est SaaS, Software as a Service, ou les logiciels en ligne, le cloud, les marketplaces. Ces environnements présentent des risques spécifiques. Donc, quand on parle des risques, on va évoquer par exemple les déséquilibres contractuels, la responsabilité limitée, la localisation des données, les dépendances technologiques. L'objectif de ce parcours est donc de permettre aux professionnels d'identifier les clauses sensibles, de sécuriser leurs contrats
et d'anticiper les risques liés à ces nouveaux modèles économiques. Donc, on arrive au parcours qui est un peu celui dans lequel s'inscrit la thématique de ce jour. C'est celui sur les marchés financiers et la FinTech. Il vise à donner une compréhension globale de l'environnement des marchés financiers en zone CEMAC. On y aborde l'architecture institutionnelle, notamment le rôle des autorités de régulation comme la COSUMAF. On étudie également les instruments financiers, en particulier les valeurs mobilières, qui sont au cœur du sujet de la dématérialisation. Et puis, on va s'intéresser aux intermédiaires financiers et à leurs obligations. Donc, ce parcours permet de replacer la réforme du règlement numéro 04/25 dans un cadre plus large, celui du fonctionnement global du marché financier. On va en sortir du marché financier pour aller vers des problématiques plus transversales. Donc, quand on parle de problématiques plus transversales, il s'agit de la structuration juridique et de la diaspora. C'est un parcours qui va s'adresser principalement aux entrepreneurs et porteurs de projets qui opèrent entre la France et l'Afrique. Il traite des questions de structuration juridique, notamment le choix des formes sociales, l'organisation des activités entre plusieurs juridictions. On aborde également les enjeux fiscaux avec la question de la double imposition et des conventions fiscales. Et enfin, une attention particulière est portée aux flux financiers transfrontaliers qui sont fortement encadrés et présentent des risques réglementaires importants. L'objectif est de sécuriser les projets dès leur conception. Et puis, on va conclure avec le dernier parcours qui porte sur l'IA et la pédagogie juridique. Donc, c'est un parcours qui est consacré à l'intelligence artificielle et à son utilisation dans la pratique juridique. L'objectif de ce parcours n'est pas seulement de comprendre les outils d'IA, mais de savoir les utiliser de manière pertinente et responsable. On aborde notamment l'usage de l'IA générative pour la rédaction, la recherche et l'analyse juridique. On traite également du legal design. Je crois qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler de ce que c'est. C'est un peu la manière de rendre le droit plus accessible et plus compréhensible. On a des outils comme les e-books et puis les storybooks également. Enfin, on s'intéresse à la vulgarisation juridique qui devient un enjeu central dans un contexte où les utilisateurs du droit sont de plus en plus diversifiés. Ce parcours permet donc d'augmenter la pratique juridique au sens d'une amélioration de l'efficacité et de la qualité du travail. Et pour ce parcours, nous prévoyons une formation en mai sur la thématique IA générative pour juristes seniors dans l'espace OADA et la zone CEMAC. Le contenu de la formation sera d'analyser le contrat, qu'il soit IT ou autre, et réglementation avec des prompts modulaires vérifiables. Donc, pour rendre ces parcours concrets, à l'ESS, nous avons structuré un véritable catalogue de webinaires et de formations sur l'année 2026. Donc, le catalogue va couvrir un ensemble des grandes thématiques du droit contemporain appliquées au contexte africain avec une programmation enrichie et actualisée tout au long de l'année. On va partir du droit des affaires à la diaspora transnationale, en passant par le numérique et l'IA et marché financier. Donc, je peux justement vous copier le lien d'accès à ce catalogue-là. Là, vous pourrez le consulter et faire un retour si jamais vous souhaitez l'avoir en PDF. Donc, le lien, je vous l'ai mis dans le commentaire. Et ensuite, en termes de programmation, le calendrier de l'ESAS est structuré pour accompagner chaque professionnel tout au long de l'année selon une logique claire de montée en compétences. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on va commencer par un webinaire découverte, comme l'illustre cette session. Ensuite, on va à une formation pour la maîtrise des outils et des mécanismes et on va aboutir à une expertise via une certification et une application immédiate. Donc, cette logique de progression de la découverte à l'expertise garantit justement une assimilation durable et une application immédiate dans le contexte professionnel de chaque participant. Et puis, du webinaire à la certification, c'est un peu un parcours en 3 temps. Donc, webinaire découverte, formation approfondie et on conclut avec les livrables et la certification. Donc, à l'issue de chaque formation,
le participant repart avec des livrables prêts à l'emploi, une certification professionnelle et la capacité d'agir immédiatement dans son environnement de travail. Donc, pour toute inscription ou information complémentaire, n'hésitez pas de nous contacter via notre adresse email, la même qui vous a envoyé le lien de connexion pour la session de ce jour. Sans plus tarder, on va entrer maintenant dans le cœur du sujet avec un aperçu du nouveau cadre de la dématérialisation des valeurs mobilières en zone CEMAC. Donc, je précise qu'il s'agit ici d'un aperçu volontairement synthétique, l'objectif étant de vous donner les clés de compréhension sans entrer dans tous les détails techniques qui seront abordés en formation. L'objectif ici, ce ne sera pas de traiter exhaustivement chaque disposition, mais de vous donner une lecture claire du cadre juridique et de ses évolutions majeures. Donc, thématique, le nouveau cadre de la dématérialisation des valeurs mobilières en zone CEMAC, présentation du règlement numéro 04/25 du 19 décembre 2025. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en zone CEMAC, il y a une construction juridique en plusieurs niveaux de la nomenclature de la dématérialisation des valeurs mobilières. Et il est donc intéressant de comprendre d'abord le cadre applicable qui implique de naviguer entre plusieurs strates réglementaires et qui s'articulent et se complètent du général au particulier. On a en premier lieu un encadrement de cette dématérialisation au niveau OHADA. Ensuite, on a une réglementation au niveau CEMAC parce que ce règlement qui a été promulgué en décembre n'est pas le premier de la CEMAC. Et puis au niveau national, il faut comprendre aussi qu'il y a des lois internes. Jonathan l'a dit plus tôt à l'introduction, il y a justement 2 États qui ont pris des tests applicatifs par rapport à la dématérialisation en 2014 pour le Cameroun et en 2017 pour le Gabon. Et puis, il y a cette évolution réglementaire-là, comme je le disais, un premier règlement qui était arrivé en 2014 par le biais de la CEMAC et cette réforme qui est arrivée en 2025 avec le nouveau règlement. Donc, pour débuter, nous avons l'article 767 alinéa 2 de l'AEDCG du 17 avril 1997 qui posait déjà les bases de la dématérialisation des valeurs mobilières dans l'espace OHADA dans le contexte de dynamisation du marché financier. Donc, si vous allez dans cet ancien acte uniforme-là et que vous regardez à l'article 767 alinéa 2, vous verrez que le législateur OHADA consacrait déjà de façon optionnelle la dématérialisation des titres pour les sociétés qui font appel public à l'épargne. C'est quelques années plus tard, en 2014, avec la réforme de l'AEDCG, que l'article 744-1 va rendre obligatoire le régime d'inscription en compte. Donc, l'acte uniforme va généraliser cette inscription en compte pour toutes les sociétés. Ce ne sera plus une option pour les sociétés qui font appel public à l'épargne, mais ce sera désormais imposé à toutes les sociétés par action, aussi bien celles qui font appel public à l'épargne que celles qui ne le font pas. Donc, pour résumer, on parle généralement de sociétés cotées ou de sociétés non cotées. Mais il y a un problème qui se pose avec cet article 744, c'est qu'il va poser le principe sans indiquer les modalités pratiques aux opérateurs économiques. Donc, l'acte uniforme va vous dire c'est obligatoire de dématérialiser ces titres, d'avoir une inscription en compte, mais ne va pas dire aux opérateurs comment est-ce qu'il faut procéder concrètement pour dématérialiser ces titres. C'est un peu le problème que cet acte uniforme-là va poser et ça va faire plus de 10 ans, ça fait 12 ans aujourd'hui, nous sommes en 2026, que la problématique demeure. Ensuite, il y a des cadres nationaux qui ont été posés, à savoir le Cameroun et le Gabon. Le législateur OHADA a pris en amont le soin de légiférer sur cette transformation digitale-là. Et le Cameroun, en 2014, avec sa loi numéro 2014-007 du 25 avril, va poser les fondements de la dématérialisation en fixant les modalités. Et parallèlement, le Cameroun va prendre un décret, le décret numéro 2014-3763-PM du 17 novembre 2014, qui va préciser les conditions d'application de la loi du 25 avril 2014. Donc, c'est-à-dire que le Cameroun
par rapport à ce qui a été dit par l'OHADA, va prendre des textes applicatifs pour indiquer aux opérateurs quel est le cheminement à suivre pour passer d'un titre physique à un titre dématérialisé. Et il faut comprendre que la portée de la loi camerounaise, elle va s'appliquer aux valeurs mobilières, aussi bien cotées qu'aux valeurs mobilières non cotées. Le Gabon, en 2017, va faire exactement la même chose, c'est-à-dire adopter une loi qui va encadrer la dématérialisation des valeurs mobilières, qui va s'appliquer aux valeurs cotées et non cotées. Et chaque État va prendre ce test applicatif uniquement pour les valeurs mobilières qui sont émises sur leur territoire. Donc, à partir de ce moment, on comprend en 2017 qu'il y a trois articulations de réglementation. On a premièrement, au niveau de l'OHADA, une règle générale. Ensuite, on a des tests applicatifs, un texte applicatif, pardon, l'un au Cameroun et l'autre au Gabon. Donc, ça va faire une sorte de fragmentation, chaque État conservant ses propres particularités, chaque État proposant des mécanismes d'application pour les organes qui vont être présents sur ces États-là. Donc, un dépositaire central, par exemple, au Cameroun, un autre dépositaire central au Gabon. Et au Cameroun, en plus de la loi numéro 2014 et du décret, on va relever également qu'il y a des instructions, à savoir l'instruction numéro 5 à destination des émetteurs pour le processus d'inscription en compte des titres et l'instruction numéro 19 qui va porter de façon précise sur la comptabilité titres. Et dans le même sillage, toujours en 2014, le Cameroun va prendre sa loi le 23 avril, le 25 avril, pardon, et le règlement numéro 1/14/CEMAC-CM du 24 avril 2014 va porter institution d'un régime d'inscription en compte des valeurs mobilières et autres instruments financiers dans la CEMAC. Donc, on a une couche supplémentaire de texte qui va venir porter sur ce même mécanisme de dématérialisation. Donc, le règlement numéro 1/14 va poser une première structuration de l'inscription en compte dans la mesure où elle va être obligatoire pour les sociétés faisant appel public à l'épargne. Donc, en 2014, on a le droit OHADA qui rend obligatoire la dématérialisation des titres pour les sociétés cotées et les sociétés non cotées. Nous avons le règlement numéro 0114 qui rend obligatoire la dématérialisation uniquement pour les sociétés cotées, donc celles faisant appel public à l'épargne. Et sur le plan national, il y a le Cameroun qui va rendre obligatoire le processus pour les sociétés cotées et pour les sociétés non cotées. En 2014, il y a eu pas mal de problématiques parce que les acteurs se posaient la question de savoir quelle est justement la règle à suivre. Étant une société cotée, étant une société qui veut faire appel public à l'épargne et qui a son siège social au Cameroun, est-ce qu'il faudrait plus pencher pour le règlement numéro 01/14 et appliquer les instructions qui y sont écrites ou respecter la loi camerounaise, étant donné que le siège est au Cameroun? Donc, c'est des débats qui ont émergé comme ça dans ces années-là. Et finalement, on a décidé d'appliquer la primauté des textes, c'est-à-dire le règlement communautaire sur la loi nationale. Donc, les problèmes se sont donc posés. Les problèmes identifiés sont l'hétérogénéité des pratiques, difficultés d'application concrète, une faible digitalisation effective sur le marché régional. Donc, ce dédoublement de règlement-là va entraîner une duplicité des acteurs. Donc, on va avoir un dépositaire central communautaire, un dépositaire central au Cameroun, un dépositaire central au Gabon. Et tous ces dépositaires-là pour le même processus dans un aussi petit espace qu'est la CEMAC. Mais en 2019, il y a un mécanisme majeur qui va se présenter, c'est la fusion des marchés. Donc, quand on parle de fusion des marchés, c'est justement parce qu'historiquement, en zone CEMAC, il y avait deux marchés financiers, à savoir le marché camerounais et le marché communautaire. Le marché camerounais, dont la bourse de valeur était portée par la DXX, la Dollar Stock Exchange, et le marché communautaire qui était porté par la BVMAC, la bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale. Et puisqu'il y a un marché, il y a des acteurs qui doivent être présents. Si vous avez un marché financier, vous devez avoir un dépositaire central et vous devez avoir une banque de règlement pour effectuer le processus de règlement-livraison. Donc, le marché camerounais avait sa bourse des valeurs, son dépositaire central qui était la caisse autonome d'amortissement, donc qui continue d'être dépositaire pour les titres dématérialisés non cotés. Et puis, la banque de règlement sous la casquette de Société Générale Cameroun.
Et son régulateur financier, bien entendu, qui n'était rien d'autre que la CMF, la Commission des marchés financiers. Parallèlement, donc, sur le même marché, on avait le marché financier communautaire avec la BVMAC, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, le dépositaire central qui devait être la CRDV, mais dont l'institution n'a jamais vu le jour jusqu'à présent et dont les fonctions étaient empruntées jusqu'ici par la BVMAC. Donc la BVMAC jouait en même temps le rôle de banque, de bourse des valeurs et de dépositaire central. Et la banque des règlements était la BIAC, donc la Banque des États de l'Afrique centrale, le régulateur, la COSUMAF. Au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une dualité à l'issue de la fusion des marchés. Donc, vu qu'il y a eu une ségrégation de compétences, donc désormais, on va avoir pour principe une dématérialisation des titres pour les sociétés faisant appel public à l'épargne qui vont être régies par le règlement numéro 01/14. Et pour les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne, on va laisser les lois nationales s'appliquer. C'est-à-dire que pour toute société de la zone CEMAC qui veut faire appel public à l'épargne, c'est le règlement numéro 01/14 qui va s'appliquer pour le processus d'inscription en compte. Et concernant la dématérialisation des valeurs mobilières des sociétés non cotées, donc celles qui ne font pas appel public à l'épargne, elles vont appliquer respectivement pour les sociétés situées au Cameroun, la loi camerounaise, et pour les sociétés situées au Gabon, la loi gabonaise. Les Gabonais vont donc conserver leur titre dématérialisé chez leur dépositaire central, qui est la CDC, et les Camerounais vont conserver leur titre dématérialisé auprès des dépositaires, qui est la CAA, donc la Caisse autonome d'amortissement. C'est ce résultat qu'on a eu depuis 2019, mais qui n'a jamais été clairement formalisé. Donc, il n'y a pas eu de texte jusqu'en 2025 qui venait officialiser justement cette abrogation-là de la partie non plus efficiente des aspects réglementaires internes qui empêchaient les États voilà, de dématérialiser les titres des sociétés qui feraient appel public à l'épargne. Donc, c'est tout simplement pour dire que si vous prenez les textes camerounais et les textes gabonais, vous verrez toujours que chaque société qui décide de dématérialiser ses titres, qu'elle fasse appel public à l'épargne ou non, c'est la loi camerounaise qui s'applique. Donc, il faut aller chercher dans les communiqués de la COSUMAF, les comptes rendus de la fusion des marchés, pour se rendre compte qu'en effet, les lois nationales ne s'appliquent plus pour les titres dématérialisés qui vont aller sur le marché financier. C'est alors qu'arrive le règlement numéro 04/25 qui vient poser une sorte de rupture juridique majeure dans la mesure où, premièrement, donc en son article 1er, il va poser un principe, donc celui de définir le régime d'inscription en compte des valeurs mobilières couvrant l'ensemble du marché. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va retrouver à la fois la dématérialisation des valeurs mobilières des sociétés cotées et la dématérialisation des valeurs mobilières des sociétés non cotées. Donc, ce que le règlement faisait partiellement en 2014, il a corrigé un peu le tir avec cette réforme de 2025. Et au niveau de l'article 2, vous pouvez retrouver la définition qui indique que l'inscription en compte correspond à la substitution des certificats physiques par une inscription électronique pleinement reconnue. C'est la même définition que vous retrouverez principalement dans la loi camerounaise de 2014 et la loi gabonaise de 2017. Ce qu'il faut donc retenir, a priori, de ce règlement numéro 04/2025, c'est qu'il y a des principes clés. Le premier, c'est l'identification. Alors, l'article 4 précise que l'inscription en compte permet d'identifier le propriétaire des titres. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où vos titres sont inscrits en compte que vous pouvez vous déclarer comme propriétaire. Donc, le transfert de propriété ne va pas s'opérer comme dans le contrat classique où on dit que c'est à partir du moment où le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur la chose et le prix. En plus de ce consentement-là, il faudrait qu'il y ait une inscription dans un compte de titre au nom de l'actionnaire pour présumer de la propriété. À l'article 6, en termes d'obligation, on va retenir que les titres sont obligatoirement représentés par une inscription en compte. Donc, tout simplement pour dire que les titres papier ne sont plus acceptés. À l'article 8, on parle d'un effet constitutif. La propriété résulte de l'inscription en compte et non du seul accord des parties. Cet article va venir renforcer l'article 4 que j'ai évoqué un peu plus tôt pour préciser que l'inscription a un effet constitutif.
constitutifs. Et à l'article 7, en termes de transmission, les titres se transmettent par virement de compte à compte sécurisé et traçable. On ne va plus avoir à faire un transfert classique sur la traditionnelle, qui veut dire transmettre de la main à la main. Désormais, pour qu'il y ait transfert de titre, pour qu'il y ait transfert de propriété, il faudrait passer par un virement de compte en compte, comme c'est le cas en matière bancaire. Et ça permet d'avoir une fluidification des transactions. En termes d'architecture et d'acteurs, le nouveau régime va reposer sur une architecture clairement définie. Chacun joue un rôle fonctionnel précis dans la chaîne de détention et de conservation des titres. Premièrement, on a le dépositaire central qui est le pivot. Donc, le dépositaire central, c'est vraiment la pièce maîtresse du dispositif parce que c'est le dépositaire central qui va centraliser l'ensemble des titres qui sont émis sur un territoire donné. Ensuite, on a les teneurs de compte. Donc, quand on parle de teneurs de compte, il y a encore cet amalgame. Quand on dit teneur de compte, on voit a priori un professionnel. Le professionnel, c'est plutôt l'intermédiaire financier parce qu'avec la dématérialisation des valeurs mobilières, on a un nouveau statut ou une nouvelle casquette qui pèse désormais sur les sociétés émettrices, c'est-à-dire les sociétés qui décident de conserver en interne leurs titres. Donc, ces sociétés, on peut également les appeler les teneurs de compte, au même titre que les intermédiaires financiers qui vont se charger, par exemple, de la dématérialisation des titres aux porteurs et des titres nominatifs administrés. Donc, les sociétés émettrices seront également considérées comme teneurs de compte pour la partie des titres au nominatif qu'elles dématérialisent, pour les titres nominatifs purs. En termes de responsabilité, l'article 18 va poser un principe. Le teneur de compte est responsable de la tenue des comptes qu'il gère. Quand on parle de teneur de compte, c'est comme je l'expliquais, c'est aussi bien l'intermédiaire financier habilité que la société émettrice. Donc, cette responsabilité est directe, personnelle et incontournable vis-à-vis des titulaires de compte. Donc, toute erreur, omission ou négligence dans la tenue des inscriptions engage sa responsabilité civile et, le cas échéant, disciplinaire. En termes d'obligations concrètes, on peut donc évoquer l'exactitude des inscriptions, c'est-à-dire qu'il faut garantir la concordance permanente entre les titres détenus et les inscriptions portées en compte. L'intégrité du registre, dans la mesure où il faut assurer la conservation sécurisée des données relatives aux porteurs des titres et la conformité réglementaire, respecter donc les normes édictées par la COSUMAF et les procédures du dépositaire central. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le système repose sur des acteurs clairement identifiés aux responsabilités explicitement définies et juridiquement sanctionnées. Aux articles 21, 24 et 27, on va lire là le régime transitoire et des sanctions, puisque le passage est désormais, bon, il a été obligatoire même en 2014, mais sauf qu'il ne portait que sur une catégorie de titres, c'est-à-dire les titres qui sont admis sur le marché financier. À l'article 1, on peut relever justement les délais. Bon, en termes de délai, 36 mois sont accordés aux entreprises pour mettre leurs titres en conformité avec le nouveau régime d'inscription en compte. Donc, quand on parle de 36 mois, c'est l'équivalent de 3 ans. Pour le contexte camerounais particulièrement, c'est un délai supplémentaire pour les entreprises du territoire qui, normalement, doivent être sous le coup des sanctions. Donc, pour les praticiens, vont comprendre clairement de quoi je parle parce qu'il y avait un coût qui pesait relativement à la DSF dans la mesure où les sociétés par action étaient dans l'obligation de fournir une attestation de dématérialisation pour obtenir le DSF. Si il n'y avait pas de dépôt de DSF, il y a des sanctions fiscales qui devaient s'abattre pour non-dépôt de la DSF. Face à ce contexte, il y a le règlement CEMAC, qui est donc un règlement supranational, c'est-à-dire qui va primer sur la loi camerounaise. Une question va émerger. Pendant la prescription, donc en attendant que les 3 ans arrivent, qu'est-ce qu'il en est de l'obligation de fournir l'attestation de dématérialisation pour l'obtention d'une DSF? Une société qui n'a pas encore dématérialisé ses titres, est-ce qu'aujourd'hui, elle se verrait obligée de fournir une attestation de dématérialisation alors que le règlement CEMAC donne 3 ans pour être à jour? Donc, ça, c'est des polémiques comme ça qui naissent à l'issue de l'adoption de ce nouveau règlement.
À l'article 24, on a justement une restriction des droits attachés au titre non converti à l'expiration du délai transitoire. Alors, quand on parle de restriction des droits, c'est une sanction qui va être infligée à l'endroit de l'actionnaire de ne plus pouvoir exercer ses droits sur le titre non dématérialisé. Et l'article 27 va être particulièrement intéressant dans la mesure où il rejoint les lois nationales, notamment le Cameroun, avec sa loi de finances 2018. Donc, cet article évoque des sanctions pécuniaires et une attestation d'inscription en compte qui évoque d'une part les amendes de non-dépôt de la DSF et l'attestation de dématérialisation. Donc, c'est en quelque sorte une innovation majeure de ce règlement. Alors, un fait marquant dans ce règlement, c'est l'ouverture vers la digitalisation et la tokenisation. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes face à un régime, un dispositif juridique dense, structuré et surtout en pleine évolution. Donc, le règlement numéro 04/25 ne constitue plus une finalité en soi, mais une étape décisive dans une trajectoire de transformation numérique plus profonde. Quand on parle de digitalisation, on va avoir une automatisation des opérations sur titre, une réduction des délais de règlement de livraison et une fiabilisation des données grâce aux technologies numériques. Le règlement parle de la tokenisation, c'est-à-dire une représentation des valeurs mobilières sous forme de tokens sur une blockchain, ce qui va ouvrir la voie à une liquidité accrue, à de nouveaux modes de financement. Et puis les smart contracts, le rôle qu'ils vont jouer, ce sera une sorte d'exécution automatique des droits attachés au titre en termes de répartition des dividendes, des droits de vote via des contrats dits intelligents, parce qu'intelligent, ce n'est pas vraiment un terme approprié. Et ça va permettre de réduire un peu les frictions opérationnelles. Alors, au regard de ce dispositif, la question n'est donc plus de savoir si ces transformations auront lieu, mais comment vous allez vous y adapter concrètement. Donc, si ce sujet vous intéresse, et je pense qu'il devrait vous intéresser, la question devient la suivante: comment passer de la compréhension à la maîtrise? C'est précisément l'objectif de la formation que nous vous proposons. Alors, la formation, elle est spécialisée, elle va permettre de comprendre le règlement, d'identifier les obligations, savoir repérer et hiérarchiser les obligations applicables à chaque catégorie d'acteurs concernés par le nouveau régime et d'anticiper les évolutions, notamment face à l'aspect de digitalisation et de tokenisation des marchés financiers africains. La formation qui est prévue pour le 10 avril est donc structurée en 6 modules. Le premier module va porter sur l'origine et l'évolution, donc l'histoire de la dématérialisation et le contexte normatif, et on conduit au règlement numéro 04/25, ce que j'ai essayé d'expliciter brièvement là. On aura un autre module qui va porter sur l'architecture juridique, analyse de la superposition normative, OHADA, CEMAC, nationale, l'articulation des textes. Qu'est-ce qui va désormais se passer avec le dispositif légal qu'on a au Cameroun et au Gabon? Les limites du système en module 3 pour identifier les lacunes du règlement numéro 01/14 et les défis pratiques rencontrés. En termes d'innovation, ce sera le module 4, quels sont les apports majeurs et les ruptures juridiques introduites par le nouveau régime général. Le module 5 va toucher concrètement aux acteurs et aux responsabilités. Le rôle du dépositaire, de quel dépositaire parle-t-on? Est-ce qu'on va parler de la BEAC avec sa cellule, la CRCT? Est-ce que ce sera plutôt le dépositaire national, la CAA, ou le dépositaire CDC? Est-ce qu'on aura une convergence vers un dépositaire centralisé? On va parler du rôle des intermédiaires financiers, c'est-à-dire les personnes qui ont la charge des titres nominatifs administrés et des titres porteurs, et des rôles des sociétés émettrices qui ont la charge des titres nominatifs purs, voir également les obligations de ces différents acteurs et les régimes de responsabilité des différents acteurs, parce que, comme on l'a vu un peu plus tôt, il y a une sanction qui va désormais peser sur les sociétés émettrices qui n'ont pas procédé à la dématérialisation des titres. Et on va conclure la formation sur le module 6 qui va toucher à la digitalisation et à la tokenisation pour aborder les perspectives liées à la blockchain, au smart contract et à la tokenisation des titres. Et c'est là où l'expertise que j'ai pu acquérir en termes d'ingénieur de recherche va s'avérer très importante. Les compétences développées à l'issue de la formation, pour faire court, ce sera de maîtriser l'inscription en compte, comprendre la conversion, identifier les acteurs, anticiper les risques, comprendre la tokenisation. Donc, pour le format pédagogique, c'est une formation intensive qui va avoir des cas pratiques,
et des supports seront mis à disposition à l'issue de la formation et il y aura une attestation. Donc, ce que je peux faire également là, c'est de vous coller dans le chat le lien du catalogue. Vous pourrez également le consulter et voilà, le solliciter au besoin en PDF. Donc, on arrive au terme de cette présentation. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir présent. Merci une fois de plus. Si vous souhaitez aller plus loin, voilà, je vous invite à nous rejoindre dans la formation complète.